Je remercie aux intervenants d'avoir accepté de participer à ce webinaire qui a été monté, on va dire, un petit peu rapidement. Voilà. Oui, donc rapidement, donc Île-de-France Terre de Saveur, que vous connaissez sûrement, voilà, est un organisme associé de la région Île-de-France, du Conseil régional, et qui est chargé, pour faire court, de décliner la politique, disons, les grandes lignes de la région dans le domaine agroalimentaire. Voilà. Donc, parallèlement à ça, la région a voté un plan régional de l'alimentation, voilà, qui est beaucoup axé sur le développement durable et l'alimentation locale, durable et solidaire. Voilà. Et dans ce plan régional d'alimentation, il y a beaucoup de choses. Il y a une partie qui est consacrée effectivement aux problématiques de logistique, et notamment à la logistique du dernier kilomètre. Voilà, et nous sommes chargés je dirais, de sensibiliser les entreprises. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont organisées là-dessus, mais de sensibiliser les entreprises, notamment les PME et les TPE, à cette thématique. Voilà, et donc, la région Île-de-France est une région particulière, c'est la région capitale, 12 millions d'habitants, avec ce qu'on ne retrouve pas dans les autres régions, à savoir une zone urbaine dense, hein, et une grande couronne rurale. Voilà, avec des problématiques de livraison, de faire rentrer des produits dans la zone urbaine dense, et de le faire de façon le plus respectueux possible de l'environnement, aussi bien de l'environnement, je dirais, de l'environnement naturel, mais aussi de l'environnement des concitoyens, savoir de faire ça dans des conditions les plus silencieuses, dans un modèle qui sera de toute façon dans l'avenir décarboné, pour ça aussi faire pénétrer les produits, puisqu'il y a un engouement pour les produits locaux, même si ça se tasse un peu, de faire pénétrer des produits locaux en zone urbaine dense, ce qui n'est pas forcément facile. Voilà, donc je vais passer la parole à un premier intervenant qui est Éric Devin, qui est de l'association Certibruit, entre autres. Donc Certibruit va vous expliquer ça mieux que moi, est une association qui, justement, travaille sur des livraisons silencieuses. Voilà. Merci infiniment. Vous m'entendez bien? Allô? Oui, tout à fait. Oui, très bien. On t'entend bien, oui. Merci pour cette invitation. Alors, moi, je vais vous parler d'un élément logistique qui est de plus en plus prégnant et qui concerne les livraisons de nuit et donc l'impact environnemental qui en résulte, qui est positif, notamment de zones denses. Je ne sais pas si tout le monde voit mes slides. Je vais essayer de les faire avancer. Oui, on les voit. Donc, un petit peu d'histoire. Certibruit a été créé à l'origine sur la base d'une expérimentation qui avait été créée par le Club Déméter, le Sémafroid et un certain nombre d'acteurs de la distribution pour essayer de décliner en région Île-de-France un concept qui avait déjà été largement déployé aux Pays-Bas et en Angleterre dans le cadre d'une association similaire à Certibruit qui s'appelle la Noise Abatement Society. L'idée étant relativement simple, en livrant la nuit, on profite d'un espace sur la voie publique qui est encombré le jour et donc il y a un certain nombre d'intérêts à le faire. En 2011, on a commencé à réfléchir à un comité avec d'abord l'idée de certifier ces livraisons nocturnes parce qu'évidemment, l'impact des nuisances sonores pour les riverains, qui sont aussi les consommateurs en zone dense, posait un vrai problème, notamment vis-à-vis des politiques, des élus, qui mettaient des freins, notamment réglementaires, sur le développement de ces livraisons la nuit. Et en 2012, on a créé notre association, loi 1901, avec 3 membres fondateurs, le Sémafroid, le LNE, le CIDB, que vous connaissez peut-être, hein, qui est le Centre d'information et de documentation sur le bruit, pour déployer des labels. J'y reviendrai plus précisément.
Depuis, nous sommes sollicités pour développer par métier des labels pour organiser ces livraisons de nuit. En 2018, dans le cadre des librairies, et puis plus récemment, une extension de ces labels pour les livraisons diurnes, puisque les bénéfices, notamment sur le bruit qu'on peut constater la nuit, ont un intérêt pour les espaces logistiques urbains. J'y reviendrai là encore. Alors, je vais vous passer quand même quelques transparents pour voir un petit peu les adhérents. Donc, vous avez en haut les membres du conseil d'administration, un certain nombre de collectivités locales. Alors, évidemment, on travaille plutôt avec des collectivités locales denses, hein, donc Paris, la région Île-de-France. Très bien, merci. J'entends des bruits, je ne sais pas si... Pensez à couper vos micros. Oui. Merci. Le ministère de la Transition écologique et puis des métropoles dans lesquelles on organise des schémas, comme Lille par exemple, ou Bordeaux, qui ne sont pas forcément adhérentes en direct. Alors, donc, on a un certain nombre de membres de soutien que vous voyez ici, et puis des membres actifs qui représentent les professionnels à l'origine de l'association. Alors, je vais parler un petit peu d'externalités négatives. Je ne sais pas si tout le monde connaît le concept, mais globalement, les livraisons urbaines ont un certain nombre d'effets négatifs, qu'on appelle externalités négatives. Et lorsqu'on regarde un peu sur la métropole du Grand Paris, les municipalités, les agglomérations font remonter que le principal point d'achoppement lié aux livraisons, c'est la congestion urbaine, c'est les conflits d'usage, c'est le bruit, la pollution. Ensuite, il y a effectivement des aspects liés à la sécurité, la dégradation de la chaussée. Alors, c'est pas rien, hein, si on regarde le coût des externalités négatives, le bruit en Île-de-France, alors pas seulement des livraisons, hein, d'une manière générale, représente 43 milliards d'euros par an. Alors, c'est évalué sur les impacts sur la productivité, sur la santé des gens, sur le bien-être, et d'une manière générale, donc c'est un poste très important si on compare à la pollution de l'air qui est à hauteur de 4 milliards d'euros par an, c'est 10 fois plus. Et pourtant, on parle finalement moins du bruit que de la pollution et même des émissions de GES, qui est un phénomène global qui impacte la planète plus que la ville en elle-même. Donc, dans ce cadre-là, il y avait donc un certain nombre d'éléments à développer. Et donc, la livraison de nuit est un élément relativement simple parce qu'il n'intègre pas d'impact sur l'organisation des infrastructures. Globalement, il n'y a pas besoin de construire des routes, il n'y a pas besoin de construire des voies ferrées pour faire du multimodal, il n'y a pas besoin de modifier fondamentalement le fonctionnement de la ville. Il y a donc un intérêt certain à regarder cela. Alors sur la pollution, il y a un impact évidemment direct par le fait qu'en faisant les livraisons la nuit, on a moins de congestion le jour. Donc les camions ou les engins de transport polluent moins puisqu'ils restent moins longtemps dans la ville. Il y a évidemment une diminution des nuisances sonores parce que l'idée est de le faire de manière encadrée avec des exigences sur les engins de transport, j'y reviendrai. Il y a un intérêt sur la logistique durable parce qu'on a un intérêt pour les chargeurs et pour les réceptionnaires, donc les entreprises qui n'ont pas des livraisons pendant la présence des clients, par exemple, donc un confort pour la clientèle, des rayons qui sont près de l'ouverture et une augmentation de la sécurité pour les piétons en l'absence de congestion pendant les périodes d'influence. La plupart des livraisons sont faites pendant les périodes où en même temps on emmène les enfants à l'école, ou en même temps on va au travail,
Et donc, il y a cet afflux qui devient difficilement soutenable. Et puis, il y a une réduction des coûts de transport. Donc, les transporteurs sont aussi relativement satisfaits à cause de la facilité offerte dans les centres-villes pour les entreprises, pour les villes qui s'engagent dans la démarche, des économies de carburant et une réduction du nombre d'heures des chauffeurs perdus dans les embouteillages. L'approche de Certibruit, au-delà du cercle de réflexion globale qui permet de faire rencontrer à la fois des villes, des professionnels, mais aussi des fabricants d'engins de transport, des logisticiens, des experts, a été de travailler sur des labels avec des chartes. Et aujourd'hui, on a 3 types de chartes. Des chartes de livraison en horaire décalé qui s'adressent aux commerçants, donc des commerces de bouche, les hôtels, les cafés, les restaurants, les librairies. Et ces sites sont, comme vous le voyez, développés avec une approche métier parce qu'on est très proche de la réalité des livraisons. Et un camion frigorifique n'est pas tout à fait similaire à un camion qui vient livrer de la farine pour un boulanger. Et donc, on a une approche très segmentée par métier. Donc, les produits frais, les livraisons de libraires, par exemple, dont j'ai parlé, etc. On a une charte spécifique pour les transporteurs, puisqu'ils sont au cœur du concept, et c'est eux, en général, qui sont à l'origine, alors pas les chauffeurs eux-mêmes, mais en tout cas leur activité, sont à l'origine des nuisances sonores. Et donc, il y a une charte spécifique dans ce domaine. Et puis, on a développé une charte un peu particulière à la demande de la ville de Paris, de manière à pouvoir externaliser les bénéfices que l'on a pu ressortir de ces chartes pour les espaces de logistique urbain, où là, la question du bruit est évidemment intéressante, mais intègre aussi la coordination et la mutualisation des moyens dans des espaces logistiques qui peuvent être des galeries commerciales, par exemple. Donc, on travaille actuellement sur le projet de la gare Montparnasse, le centre commercial Gaîté qui est en refondation, sur la Samaritaine dans le grand centre de Paris, de manière à pouvoir limiter les externalités de ces livraisons, y compris le jour, par une meilleure coopération des acteurs. Alors, Certibruit a pour vocation de sécuriser ces livraisons la nuit, notamment de limiter les plaintes des riverains. Et donc, à ce sujet-là, nos exigences sont assez fortes. Les professionnels qui sont membres de l'association le font savoir tous les jours, mais elles font partie du socle et de l'ADN de l'association. Donc, on a des exigences tout à fait précises sur l'adaptation des sites. Alors, ce sont des adaptations qui ne sont pas forcément très chères à mettre en œuvre, mais qui sont néanmoins obligatoires, de manière à limiter les nuisances auprès des riverains, notamment pour les commerces qui sont implantés dans des copropriétés ou dans des bâtiments qui sont aussi à usage d'habitation, avec un traitement acoustique, des accès spécifiques traités dans ce domaine. C'est une exigence à la source, c'est-à-dire qu'on va essayer de limiter les nuisances par le fait de favoriser tout élément qui va limiter des nuisances liées au bruit. La formation du personnel, qui est un élément extrêmement important dans la production de nuisances sonores. Alors, ça peut aller du comportement humain, hein, donc le fait de parler pas très fort, d'éteindre son téléphone, etc., sa radio, et puis des matériels de transport qui sont silencieux, j'y reviendrai de façon un petit peu plus précise après, avec une certification tierce qui garantit des matériels qui émettent peu de bruit. Et puis ensuite, il y a les aspects contrôle, donc contrôle du résultat, avec des exigences non plus de moyens cette fois, mais de résultats, qui se font par des audits réguliers.
qui sont des audits programmés, donc qui n'ont pas vocation à détecter des comportements qui seraient anormaux ponctuellement. On a une ligne téléphonique pour la gestion externe des plaintes de manière à éviter, de manière à finalement à améliorer les situations en cas de problèmes ponctuels, et puis des mesures de bruit qui peuvent être faites dans le cadre de la mise en place du label. Voilà, alors notre label, l'idée ici, c'est pas de vous rentrer dans le détail de la fiche, mais nous avons une charte qui est basée sur des critères très objectifs, avec des points associés, donc relativement facile de s'auto-évaluer avant l'audit formel, et ces critères permettent d'atteindre finalement une moyenne à partir de laquelle on est labellisé, avoir des marges de progrès pour intégrer pleinement ces livraisons nocturnes dans le processus logistique. Voilà, donc après, on a des modalités d'obtention et de maintien du label sur 3 ans. Je ne vais pas trop rentrer dans ces détails. Alors, on a aujourd'hui 22 villes qui sont concernées avec environ 70 sites labellisés. Là, il n'y a pas la charte des élus, mais donc on en a un petit peu plus dans les faits, qui sont évidemment des villes qui sont des villes denses, hein, vous les voyez ici avec Paris, Bordeaux, etc. Alors on a quelques villes qui ont aussi déployé ces concepts avec d'autres vocations, qui sont des villes par exemple balnéaires, où il y a une nécessité d'améliorer en fait les conditions des riverains, alors qu'on n'est pas forcément dans une zone très dense, mais c'est un effet plutôt marginal. Voilà. Alors au niveau de la dernière charte qu'on a développée, l'approche est un peu différente. Je vous ai montré tout à l'heure que la plupart des chartes, c'est des obligations de moyens et puis des obligations de résultats qui sont contrôlées a posteriori. Dans la charte des espaces logistiques de livraison urbaine, qui peuvent concerner des galeries commerciales, mais aussi des points de rupture de charge en centre dense, on va se baser sur un engagement commun des signataires pour pacifier l'espace urbain. On va faire une analyse de risque pour justement quantifier les différentes externalités et abattre celles qui sont les plus prégnantes, notamment le bruit, la pollution, la congestion. Par exemple, lorsqu'un centre de logistique urbaine est implanté tout près d'un hôpital ou d'un EHPAD ou d'une école ou d'une crèche, pour lequel le bruit peut avoir un impact, y compris en pleine journée. Donc, des travaux qui sont basés sur, comme je l'ai dit, des exigences de moyens relativement fortes. Là-dessus, on s'appuie sur un standard qui s'appelle PIC. Alors, je vais juste en dire quelques mots. Hein. Il s'agit donc d'une conformité dans le cas des livraisons, donc en phase de statique, lors du transbordement des marchandises, des engins de transport, des transpalettes, qui doivent respecter des seuils de bruit inférieurs à 60 décibels. Et pour cette autorisation inférieure à 72 décibels, mais sur une approche de pic de bruit. Et je voudrais mentionner que, à la différence de bruit urbain, comme par exemple les résidents proches d'une voie ferrée qui ont des bruits de train prévisibles avec une émergence qui augmente jusqu'à un seuil continu, la gêne en centre-ville pour des livraisons la nuit est souvent basée sur des niveaux de bruit qui sont relativement faibles, mais qui sont des pics très courts. Il suffit d'une chaussure qui tombe sur un plancher pour réveiller le voisin du dessous. Il n'y a pas besoin forcément de prendre un marteau-piqueur pour générer de la gêne. Et donc ce référentiel est tout à fait adapté, et très contraignant, mais tout à fait adapté à cette évaluation de pic de bruit, d'où son nom d'ailleurs, hein, qui est hérité du néerlandais, sur cette exigence. Mais c'est aussi un référentiel qui se base sur des méthodes de mesure tout à fait similaires à ce que ferait la police ou un huissier en cas de plainte formelle et en cas d'analyse
du bruit d'activité. Alors, dans le cadre de la charte, évidemment, il y a une grande place qui est donnée aussi aux véhicules qui, au niveau de l'environnement, sont un bénéfice qualitatif, donc notamment pour les véhicules au gaz naturel et pour les véhicules électriques, en conformité évidemment avec la politique des villes sur la base de la classification critère. On a des bonus pour les auxiliaires. Alors, ce que j'appelle auxiliaires, ce sont des groupes frigorifiques, par exemple, les groupes cryogéniques, qui vont, pour le coup, se passer d'un moteur thermique souvent basé sur l'usage du diesel, et donc qui ont aussi un effet en termes d'émissions de GES et de pollution, au-delà de la motorisation des véhicules eux-mêmes. Et donc, on va avoir des compléments de notation pour les entreprises les plus vertueuses. Alors, en termes de reconnaissance, je vous ai dit, l'association a été créée en 2012, donc on a été reconnu très vite dans le cadre national des chartes de logistique urbaine. Donc, ce cadre national défini par le ministère et le guide ADEME associé sert souvent de document de référence aux villes qui veulent développer une politique en matière de logistique durable. Ces villes sont à divers degrés, même encore aujourd'hui, d'appropriation d'une logistique dans la politique de la ville. Alors évidemment, il y a Paris qui est la première ville qui s'en est préoccupée. Ensuite, on a des grandes métropoles dont j'ai parlé, comme Bordeaux, Lyon, Marseille, etc. Mais on a aussi des petites municipalités qui commencent à intervenir, d'autant qu'il existe un programme qui s'appelle le programme Interlude, qui les aide dans ce domaine et qui intègre Certibruit comme un des outils de la boîte à outils pour l'organisation des flux en ville. Nous sommes reconnus dans le cadre d'un référentiel RSE logistique du ministère de la Transition écologique. Il s'agit d'un référentiel qui transpose dans le domaine de la logistique la norme ISO sur la RSE en définissant les actions majeures qui peuvent intervenir sur l'ensemble des indicateurs RSE d'une entreprise. Et Certibruit, là encore, fait partie de la boîte à outils. Donc ça, c'est la reconnaissance, dirons-nous, pour déployer le concept. On a des reconnaissances qui sont plus formelles avec notamment la participation au comité des partenaires de la ville de Paris, qui est la nouvelle dénomination de la charte de logistique urbaine qui avait été déployée par Bertrand Delanoë il y a déjà quelques années et qui place Certibruit comme un acteur important. La logistique urbaine de la ville de Paris a fait l'objet d'un vote sur la stratégie 2022-2026, non pas au dernier, mais à l'avant-dernier Conseil de Paris, avec un vote unanime sur le développement de livraison de nuit encadrée, c'est-à-dire avec le bénéfice d'une labellisation Certibruit. Je viens à dire que les votes à l'unanimité au Conseil de Paris sont relativement rares en cette période, qu'il convient de souligner cet exploit de l'élu qui s'occupe de la mobilité à Paris, qui n'est pas toujours, disons, qui n'a pas toujours la majorité. Voilà. Donc, on a une résolution au Grand Lyon et Bordeaux Métropole dans le cadre d'expérimentations qui ont été menées. Puis, on a mené très récemment une expérimentation à grande échelle sur Paris 13e, en incluant à la fois des grands et des petits commerces de diverses natures et qui a été un succès en termes... alors, succès pour nous, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de plainte, tout simplement, et qu'on a continué à réussir à livrer. C'est un succès... qui est très grand pour nous, même s'il paraît petit pour plein de gens, puisqu'évidemment, ils ne se rendent pas compte qu'il y a des livraisons la nuit. Nous sommes aussi reconnus dans le plan de prévention du bruit dans l'environnement. Vous savez que les villes, donc les grandes agglomérations, sont soumises à une obligation d'établir une cartographie du bruit dans la ville et puis d'un plan avec un certain nombre d'actions à déployer. Et Certibruit fait partie des actions pour le plan de prévention du bruit dans l'environnement à Paris. Je voudrais souligner aussi, puisque vous faites partie de la région Île-de-France, que Paris est la seule ville aujourd'hui à accorder une aide sur la logistique et sur les véhicules,
Donc, une aide spécifique a été développée pour acquérir des véhicules silencieux, c'est-à-dire certifiés PIC, et pour obtenir le label. Donc cette aide, vous la trouvez sur le site. Elle est un peu difficile à trouver parce qu'elle est mélangée avec les vélos électriques pour les particuliers, etc. Mais elle est sur le site de la ville de Paris. Elle n'est pas négligeable et elle permet de faire quelques travaux d'isolation phonique pour vos clients, par exemple, ou vos points de vente, et puis d'acquérir des véhicules silencieux, donc en complément des aides à la motorisation et à la décarbonation de ces véhicules. Voilà, donc aujourd'hui, de quoi on parle et quels sont nos travaux. Si vous souhaitez nous rejoindre, seriez évidemment les bienvenus. On a 2 réunions par an statutaires, plénières, et puis on a des groupes de travail qui sont organisés à volonté, si j'ose dire. Donc on a travaillé avec TLF notamment sur la logistique en or en vue des Jeux Olympiques. Donc le comité va être soumis à des questions logistiques évidemment très importantes pour les Jeux Olympiques de 2024. Et c'est d'ailleurs l'élément qui, à Londres, a permis de déployer largement les livraisons de nuit, parce que c'était la seule solution qui restait d'une certaine manière. On a un groupe de travail sur les aires de livraison qui ressort comme étant l'élément le plus à l'origine aussi de perturbations liées aux livraisons la nuit, sur l'organisation d'espaces publics. C'est un sujet sensible à l'heure où les grandes villes veulent supprimer les places de stationnement, que d'intégrer des aires de livraison professionnelles bien adaptées pour livrer des commerces. On travaille avec Paris Centre, donc ce sont les 4 arrondissements qui ont été regroupés au centre de Paris pour développer une expérimentation un peu comme dans le 13e, mais avec une typologie de magasins et de points livrés qui est un peu différente, qui est liée à la nature même de Paris Centre, et puis des rues qui sont aussi souvent très étroites et différentes de Paris 13e. Le développement de la labellisation des librairies, en coopération avec le syndicat, pour le coup, qui ont une approche très centralisée et très mutualisée des livraisons en ville. Et puis nous avons été lauréats du concours Agoralim, que vous connaissez peut-être, dont l'objectif est de pouvoir coupler des livraisons de nuit massifiées avec une rupture de charge en ville, dans des élus, établissements logistiques urbains décentralisés, avec du cyclo-logistique, puisque l'un des freins des livraisons de nuit pour les petits commerces, c'est la livraison en absence. Donc on a 2 solutions, enfin c'est la livraison la nuit plutôt. C'est soit la livraison en absence avec des dispositifs de sûreté, et on a un certain nombre de startups qui développent des moyens dans ce domaine, soit une livraison cette fois le jour avec des livraisons douces, de la cyclo-logistique et autres. Voilà, alors je vais vous passer notre petit film qu'on aime bien, qui vous dit en bien plus rapide ce que j'ai pris beaucoup de temps à vous expliquer. Voilà. La livraison en ville contribue à l'accroissement de la congestion, de la pollution, du bruit et du réchauffement climatique. Avec Certibru, les entreprises s'engagent à livrer en horaire décalé en dehors des périodes d'influence. En utilisant des camions silencieux, peu polluants et en formant les conducteurs livreurs, les livraisons sont réalisées sans bruit pour ne pas déranger les riverains. Avec les labels Certibru, les livraisons en ville deviennent plus respectueuses de la vie des concitoyens et des riverains. Certibru pour un développement durable de la logistique urbaine. Voilà, j'en ai fini. Je ne sais pas si j'ai été clair, s'il y a des questions.
Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vais te dire, hein, c'est si vous voulez, pendant la présentation des intervenants, si vous souhaitez poser des questions, vous avez la... Ah, voilà, y a-t-il un surcoût car il faut payer? Alors, attendez, j'ai pas tout vu. Où trouver les informations relatives à ce dispositif? Et il y a une question sur le surcoût. Alors, sur le dispositif, j'imagine que c'est le dispositif d'aide dont on parle. Donc là, sur le site de la mairie de Paris, je pourrais vous envoyer le lien, mais on trouve l'aide sur l'aménagement des points de vente et puis sur les véhicules. Donc là, c'est relativement simple, hein, c'est sur paris.fr. Et puis sur les surcoûts, alors sur les aspects matériels, au tout début de la démarche, effectivement, il y avait un surcoût sur les camions de transport et autres. Je dirais qu'aujourd'hui, ce surcoût est quand même relativement absorbé par le fait que ça devient un élément commun pour les carrossiers que de développer des engins qui sont capables de faire des livraisons la nuit. Enfin, le surcoût à l'époque, en termes d'engins de transport, pour ceux qui ont acheté un camion certifié PIC, c'était au maximum 10%, mais je pense que ça a largement baissé dans ce domaine-là. Après, les travaux, il faut quand même se dire que les travaux sur les sites, aujourd'hui, c'est beaucoup lié à l'entretien, par exemple, des rideaux ou des portes. Et que cet entretien-là, finalement, est assez négligeable et devrait être fait dans tous les cas. Parce que je pense que s'il y a des plaintes, beaucoup de plaintes peuvent être résolues par le simple fait d'entretenir correctement les sites de livraison et les rideaux des commerces. Voilà. Donc, oui. Je réponds rapidement à la question sur le financement par la région de l'acquisition de véhicules électriques. Je vous propose de revenir vers moi après le webinaire. Je vous donnerai je vous donnerai le contenu du dispositif et puis les contacts. Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, alors sachant qu'on a quand même prévu à la fin du webinaire un petit temps d'échange, voilà. Donc je vous rappelle, hein, il y a une possibilité d'écrire vos questions et puis de lever la main. Il y a une petite icône. Donc, vous pouvez lever la main. Donc je vais passer la parole à Gérald Cavalier, voilà, qui va nous parler de la maîtrise de chaîne du froid lors du dernier kilomètre. Bonjour, merci Marc pour l'invitation et merci de me laisser la parole. Est-ce que vous pouvez envoyer Oui. les diapositives et je vais essayer de vous parler en quelques mots des nouveaux équipements pour la chaîne du froid du dernier kilomètre en tant que président du SEMAFROID et du groupe Technéa. Même si les diapositives arrivent, je vais commencer par quelques mots sur ce qu'est le SEMAFROID et sa mission. Et puis, je vous donnerai quelques éléments sur le transport sous température dirigée à la chaîne du froid, les besoins spécifiques du dernier kilomètre, et je terminerai avec les innovations qui fleurissent en la matière depuis quelques années. Alors, peut-être sur la diapositive suivante, en quelques mots, le SEMAFROID, c'est le centre technique et la suivante, de la chaîne du froid, qui est un expert indépendant dont la mission est de construire la confiance dans la performance du froid, de la climatisation, que ce soit pour la santé, l'alimentation, la sécurité ou le bien-être des populations, et en particulier dans le domaine de la chaîne du froid, sur lequel nous avons un peu plus de 70 ans d'expérience aujourd'hui, à travers nos prestations pour les professionnels, qui sont les essais des matériels, pour qualifier les matériels et leurs performances, donc le sujet d'aujourd'hui, de la certification de ces matériels, de ces solutions, mais aussi
la certification des entreprises, des services et des professionnels. Et Semafroid est un des membres fondateurs de Certibruit, dont Eric vient de nous présenter les activités. Et à ce titre, eh bien, nous faisons les essais de matériel PIC, Eric nous en a parlé, et nous réalisons aussi les opérations de certification des points de livraison silencieuse en ville. À la croisée de ces deux activités d'essai et de certification, et en particulier la certification et les essais des matériels au titre de l'accord sur le transport des denrées périssables, ou ATP, qui est le règlement international qui régit les performances des engins de transport dès lors que l'on fait plus de 80 km ou que l'on ouvre plusieurs fois l'enceinte réfrigérée, ce qui est en général le cas très souvent quand on fait de la distribution urbaine, même si en général on fait moins de 80 km, mais on ouvre plusieurs fois l'enceinte réfrigérée. Nous réalisons aussi des activités d'inspection, plutôt sur les aspects de sécurité du froid, les inspections pour les équipements sous pression, pour les installations classées pour la protection de l'environnement, mais aussi pour les certificats d'économie d'énergie. Et dans le sujet de dernier kilomètre, eh bien, la performance énergétique et la performance environnementale sont importantes. Nous avons aussi une activité d'expertise chez les utilisateurs de la chaîne du froid, plutôt pour évaluer leur performance et les accompagner pour améliorer la performance de leur chaîne du froid en particulier. Nous faisons de la formation parce que même les meilleures solutions, si elles sont utilisées par des gens qui ne sont pas formés, eh bien c'est un problème. Nous avons formé plusieurs milliers de personnes l'an dernier, par exemple, aux bonnes pratiques de livraison sous température dirigée. Et puis nous avons des activités de recherche et d'intelligence économique parce que dans un monde qui change et qui évolue, eh bien il est important de bien connaître la situation, l'état des lieux et de savoir où l'on peut aller avec une modélisation des perspectives. Sur la diapositive suivante, pour terminer sur le Semafroid, aujourd'hui, nous sommes un peu plus de 120 experts sur 3 continents et dans 3 pays, donc en Amérique du Nord avec le Canada et Montréal, à l'autre bout, l'océan Indien avec la Réunion, Saint-Pierre à la Réunion, et puis l'Europe avec 4 implantations en France et en Italie, où nous avons des laboratoires fixes, des laboratoires mobiles aussi, et nos experts qui se déplacent dans le monde entier pour apporter nos services dans plus de 40 pays aujourd'hui dans le monde et à un peu plus de 8000 clients. Donc voilà en quelques mots pour le groupe Semafroid Technéa, et je pense que ce qui vous intéresse plus aujourd'hui, c'est de rentrer dans le vif du sujet, et nous allons passer à la suite avec le transport sous température dirigée et la chaîne du froid. La diapositive suivante, Marc, voilà, la chaîne du froid, elle couvre énormément de maillons, et depuis la production agricole, depuis le champ jusqu'à l'assiette, elle peut passer par différents segments pour arriver jusqu'au client, jusqu'au consommateur. Que ce soit, Marc en a parlé tout à l'heure, le circuit direct, mais pour arriver chez ce consommateur, eh bien, on peut faire aussi des circuits beaucoup plus compliqués. Dans tous les cas, c'est l'ensemble de ces maillons qui constituent la chaîne du froid, et c'est l'ensemble de ces maillons qui en font la performance. Alors, pour illustrer un petit peu cette chaîne du froid, dans la diapo suivante, je vous ai mis quelques chiffres qui permettent de positionner le sujet. Tout d'abord, le froid, c'est à peu près 5 milliards d'équipements dans le monde, et il s'en vend 365 millions par an, c'est-à-dire 1 million d'équipements frigorifiques sont vendus chaque jour sur la Terre en 2022. C'est un marché qui couvre toutes les applications du froid. Quand on dit le froid, c'est aussi la climatisation, le conditionnement d'air, le froid industriel, les data centers. Mais si on prend le froid alimentaire, eh bien, le froid commercial, c'est 65 milliards de dollars. Le froid industriel, qui touche beaucoup l'agroalimentaire, c'est 30 milliards de dollars. Et si on compare ça au marché de l'alimentation, eh bien, le marché mondial du surgelé en 2018, c'était 200 milliards de dollars, et le marché mondial de l'alimentaire en ligne, 225 milliards de dollars. Vous voyez, on peut comparer les ordres de grandeur de ces activités. Alors, le froid a aussi un impact sur l'environnement. Le froid, c'est 20% de la consommation mondiale d'électricité dans toutes ces applications, mais c'est aussi un peu moins de 8% de la contribution à l'effet de serre, dont un gros tiers lié à l'effet direct, c'est-à-dire aux fluides frigorigènes.
Mais le froid, c'est aussi le bien-être des populations, la sécurité sanitaire, la sauvegarde des produits alimentaires, parce que quand on a des pertes alimentaires, eh bien, ça a un effet de serre bien plus important que celui du froid. Ça a consommé de l'énergie. Et puis le froid, c'est autant d'emplois dans le monde à peu près que l'automobile, même si on parle beaucoup plus du froid que de l'automobile. Alors, si on vient à la suite, à ce qui sont les équipements, ce qui nous concerne aujourd'hui, eh bien, ces 5 milliards d'équipements se répartissent dans un certain nombre de choses. L'alimentaire étant en première ligne, avec 2 milliards de réfrigérateurs domestiques, par exemple, ou 1 à 2 millions de conteneurs frigorifiques équivalent 20 pieds, 120 millions de meubles de vente dans les magasins, supermarchés, etc., et 4 à 5 millions d'engins de transport. Alors, vous voyez que le froid professionnel, c'est beaucoup moins de matériel que le froid chez le particulier, que ce soit dans la climatisation, climatisation automobile, climatisation fixe, pompe à chaleur ou réfrigérateur. Le froid professionnel, c'est beaucoup moins, mais c'est aussi des machines beaucoup plus grosses qui consomment beaucoup plus, que ce soit les 50 000 entrepôts frigorifiques, les camions frigorifiques ou les meubles de vente, c'est évidemment plus important qu'un réfrigérateur domestique. Alors, si on passe à la suite, mais comment se répartissent ces matériels de transport et de logistique? Eric vous a donné quelques éléments sur les transports silencieux. La diapositive suivante, s'il vous plaît. La suivante. Voilà. En France, on a à peu près 120 000 engins conformes à l'ATP en service aujourd'hui, c'est ce qui représente une flotte d'environ 150 000 véhicules qui sont utilisés au quotidien sur nos routes. Et ce qu'on voit, et c'est là qu'on voit les tendances de l'évolution de la consommation, des modes de consommation, eh bien, le dernier kilomètre, c'est ceux qui se développent le plus, avec à la fois le pavillon français du transport international, malheureusement pour notre économie, a totalement disparu du fait de la réglementation sur les temps de conduite et sur le social. Ce sont nos voisins européens qui le pratiquent. Aujourd'hui, les transporteurs français ne font plus de transport international et font quasiment plus de transport longue distance. Et donc, le parc s'est développé pour faire de la distribution urbaine et beaucoup de derniers kilomètres, avec une flotte qui est à plus de 50% composée de véhicules de moins de 3,5 tonnes, que ce soit de l'isolation intégrée ou l'isolation rapportée, ou bien des camions ou des semi-remorques, parce qu'Éric vous l'a montré, on peut livrer utilement et souvent de manière plus performante d'un point de vue environnemental en ville avec des gros véhicules. Alors, si on passe à la suite, et les deux suivantes, parce que celle-là, c'est les mêmes informations, la suivante. Alors, le dernier kilomètre dans cette chaîne du froid, eh bien, il a des besoins spécifiques. Le dernier kilomètre, c'est celui qui est en haut à droite sur cette chaîne du froid et qui passe par différents segments. C'est la distribution directe, ce sont des entrepôts de distribution qui livrent directement aux particuliers avec des moyens de transport. Ce sont les marchés, les magasins, les commerces et tous ces canaux convergent vers le consommateur qui va choisir et de plus en plus largement avec les achats en ligne, les commandes chez son fournisseur habituel, etc. Une livraison qui va arriver chez lui. Et de moins en moins, c'est lui qui transporte les denrées jusqu'à son domicile. Alors, à la diapo suivante, quelques besoins spécifiques du dernier kilomètre. Eh bien, tout d'abord, il faut des équipements adaptés aux besoins. La bonne température en fonction des produits. On peut être tenté sur des petites quantités de transporter tout en même temps et ça n'est pas souhaitable. Il faut que chaque produit soit transporté à la bonne température pour la préservation, évidemment d'un point de vue sanitaire, mais aussi d'un point de vue qualitatif, organoleptique, mais aussi conservation du produit pour le consommateur. Il faut évidemment une source de froid pour compenser les déperditions de la caisse dans laquelle c'est transporté, quel que soit son volume, que ce soit quelques litres ou quelques dizaines de mètres cubes, mais aussi pour compenser les déperditions des ouvertures de porte, parce que quand on fait des livraisons du dernier kilomètre, eh bien on peut faire jusqu'à 50 livraisons par journée ou par tournée. Et donc, de nombreuses ouvertures de porte, et ces ouvertures de porte sont des causes de déperdition qui, au-delà de 4 ouvertures à l'heure, de 1 à 3 minutes, demandent plus d'énergie que les déperditions à travers la caisse. Il faut aussi des équipements conformes aux nombreuses réglementations. Eric nous a parlé tout à l'heure des réglementations sur le bruit, sur les accès en ville. Ce sont aussi d'abord les réglementations sur la sécurité sanitaire, donc l'accord ATP, le paquet hygiène, leur déclinaison dans le droit français, et puis
ce sont les réglementations de l'accès à la ville. Les ZFE qui se développent aujourd'hui à grande vitesse avec des restrictions sur les émissions, des sources de froid en particulier, ou des véhicules pour ce qui est de la livraison du dernier kilomètre, mais aussi le bruit, on en a parlé avec CertiBruit, et toutes les réglementations d'accès en ville. Ces matériels doivent se conformer à ces réglementations. Mais pour réussir aussi le dernier kilomètre, ce sont aussi des respects des bonnes pratiques. On peut avoir le meilleur équipement et un équipement adapté. Si on l'utilise de travers, le résultat sera catastrophique. Les bonnes pratiques de chargement, déchargement, des ouvertures de portes, de la traçabilité, de la vérification des températures, et cela passe par la formation des livreurs, la formation des livreurs aux bonnes pratiques. Le programme Éclair qui vient de se terminer a permis de former plusieurs milliers de conducteurs aux bonnes pratiques de la chaîne du froid, en particulier d'un point de vue énergétique, mais aussi on ne peut pas bien distribuer si on ne respecte pas la chaîne du froid. Et puis aussi de l'encadrement. C'est important de savoir de quoi on parle quand on organise de la distribution sous température dirigée. Et nous avons de gros besoins, nous constatons chaque jour qu'il y a des besoins de formation immenses sur le terrain. La formation de plusieurs milliers de conducteurs livreurs a mis en évidence qu'il était important de former aussi les gens au niveau des chargeurs, au niveau du chargement des véhicules, et au niveau des magasins, au niveau de la distribution. Alors, si on passe à la suite, je pourrais résumer sur un schéma qui va vous paraître très compliqué, un sapin de Noël. Grosso modo, le but n'est pas de lire les étiquettes, c'est de comprendre la complexité de ce qui s'applique à un engin de transport. Alors là, j'ai pris un petit camion, une camionnette de livraison, mais ça s'applique pareil à un tricycle, à un scooter de livraison ou à une semi-remorque. Ce sont toutes les réglementations et toutes les dispositions qu'il faut prendre en compte pour choisir un matériel pour la chaîne du froid, le transport sous chaîne du froid. Alors, ça s'applique, si on passe à la diapositive suivante, ça s'applique aussi bien aux emballages qui peuvent permettre de transporter quelques litres, quelques kilogrammes de produits, que ce soit expédié par les circuits classiques de distribution de colis. Ce sont ensuite les petits conteneurs qui sont utilisés. Alors là, vous en avez qui sont sur roulette et qui vont dans un véhicule, mais le petit conteneur peut se retrouver installé sur un scooter, sur un quadricycle, un tricycle, sur une bicyclette. Aujourd'hui, beaucoup de choses se développent en la matière, énormément d'éléments de traction différents. Ça peut être aussi sur du conteneur de plus grand volume, et là en particulier sur les sujets intermodaux qu'on a vu se développer, mais qui, comme le disait Eric tout à l'heure, nécessitent de nouvelles infrastructures. Et puis sur l'engin classique, le camion, la camionnette, le semi-remorque, dont il faudrait éviter de déclarer la mort, parce que si on veut alimenter une ville comme Paris, Marc en rappelait les spécificités tout à l'heure, la densité, la population, le volume d'alimentation nécessaire, eh bien si on veut alimenter une ville comme Paris uniquement avec des bicyclettes ou des tricycles, ça va faire beaucoup de bicyclettes sur les routes, et elles ne sont sans doute pas dimensionnées pour ça en termes de capacité. Donc il ne faut pas tuer tout de suite le camion, la camionnette, le semi-remorque. Certaines villes comme Bogota l'ont fait, et c'est une catastrophe d'interdire tout ce qui est plus gros qu'une petite camionnette. Néanmoins, ces véhicules doivent évoluer. Et donc, quelles sont les évolutions récentes? C'était l'objectif de cette présentation. Si vous voulez bien y passer avec la diapositive suivante, pour les innovations et les nouvelles solutions pour le dernier kilomètre de la chaîne du froid, sur la diapositive suivante, en quelques résumés dans quoi on évolue. Eh bien, tout d'abord, des cellules isothermes plus performantes. Ça veut dire une isolation renforcée, une isolation de meilleure qualité avec des nouvelles solutions, des nouveaux isolants, mais aussi des cellules isothermes plus performantes au niveau des ouvertures de portes, des ouvertures plus faciles, plus rapides, qui permettent de rester moins longtemps portes ouvertes. Et on a vu les déperditions sont majeures. Et puis des engins et des cellules plus silencieux, parce qu'il n'y a pas que le groupe, il n'y a pas que le moteur du véhicule qui font du bruit. Quand on choque quand on ferme une porte et qu'elle fait du bruit, quand on tire des caisses sur un sol et que ça fait du bruit, eh bien tout ça contribue aux nuisances sonores, et il faut les éviter. Ce sont aussi bien évidemment des innovations sur les châssis. Alors ça n'est pas spécifique à la chaîne du froid, mais ça a un impact sur la chaîne du froid. On voit se développer évidemment tous les véhicules électriques à assistance électrique pour les
les cycles, mais aussi full électrique pour les véhicules. Les premiers véhicules hybrides. La semaine dernière, le groupe Volvo Trucks, qui comprend Renault Trucks, a annoncé la mise en essai de ses premiers camions et semi-remorques à hydrogène. Et puis, donc, ces sources d'énergie répondent aux exigences de pollution, aux exigences de bruit en ville, aux exigences de la transition énergétique, mais ont aussi des inconvénients, c'est qu'il y a moins de capacité sur un certain nombre d'entre elles, et que donc alimenter un groupe frigorifique pose un certain nombre de questions lorsqu'on a des véhicules électriques avec des faibles rayons d'action. Si en plus on prend une partie de l'énergie pour la source de froid, eh bien, ça peut poser des problèmes. On a aussi innové sur la maniabilité, sur le niveau de bruit de ces véhicules. Et donc aujourd'hui, la semaine dernière se tenait à Hanovre le mondial du camion, qui est en alternance à Lyon et en Allemagne à Hanovre, même si le salon de Hanovre était beaucoup plus petit qu'habituellement et beaucoup plus modeste, sans doute passé derrière Solutrans à Lyon. Eh bien, ce qui était intéressant, c'était de voir que globalement, plus aucun fabricant de semi-remorques, de camions ou d'utilitaires légers ne présentait de véhicules avec un moteur thermique. La plupart des engins étaient soit avec des moteurs électriques, soit avec des piles à combustible, une grosse présence de piles à combustible, depuis le plus petit véhicule jusqu'au plus gros. Et donc, ce sont ces véhicules qui vont arriver en ville avec forcément une nécessité d'innover sur les sources de froid, ce sera mon troisième point sur ces innovations, avec des sources de froid sans énergie fossile. Il serait ridicule d'avoir un groupe diesel sur un camion électrique, même si actuellement ça se voit à tous les coins de rue dans les expérimentations qui sont faites. Le groupe frigorifique doit être évidemment sans énergie fossile. Ça passe par des systèmes électriques, mais aussi d'autres modalités de production de froid. Gilles nous en dira un mot tout à l'heure, avec par exemple les systèmes à sorption qui permettent d'emporter du stock de froid au lieu d'emporter de l'électricité et de fabriquer du froid sur le camion. C'est un gros avantage, c'est qu'on va déporter cette partie production de froid et stocker du froid au lieu de stocker de l'électricité, ce qui est aussi plus facile parce qu'il y a moins de pertes, etc. Donc ce sont des solutions qui se développent, des solutions de stockage de froid et de froid embarqué. Mais ce sont aussi des évolutions importantes sur les HFC. Vous avez vu tout à l'heure que l'effet de serre produit par le transport frigo est très lié à l'effet direct et l'effet direct est très lié au HFC. Et donc, des véhicules sans HFC, là encore, un certain nombre d'innovations et le salon de Hanovre en présentait la semaine dernière quelques-unes avec des hydrocarbures, avec du CO2 et avec de l'ammoniac pour les systèmes à absorption. Donc, des évolutions fortes sur les fluides, un élément à prendre en compte parce que ça donne la durée de vie et la durabilité des équipements qu'on choisit. Et puis, Eric en a parlé, mais Gilles l'illustrera tout à l'heure, des solutions qui sont silencieuses et qui sont aussi plus performantes énergétiquement et environnementalement. Et enfin, il n'y a pas de chaîne du froid sans une bonne traçabilité. Là aussi, il y a des évolutions, avec évidemment des enregistreurs de plus en plus performants, même si la température reste la grandeur physique la plus difficile à mesurer, de la thermomatique embarquée, et puis des fonctionnalités avancées qui permettent de suivre les choses à distance. Juste pour illustrer ces quelques points, la suivante, oui Marc. Les isolations, hein, des évolutions fortes sur l'isolation, c'est un élément à prendre en compte, parce que l'isolation, c'est à la fois une performance thermique, mais aussi un poids, et des véhicules légers, c'est particulièrement important. Sur la diapositive suivante, un coup de projecteur sur un autre sujet qui sont les capacités constructives. Et là aussi, les constructeurs font beaucoup d'efforts sur la performance de la construction de la caisse. Et on a fait beaucoup de progrès depuis des années, mais cela se poursuit et continue. C'est la chasse au pont thermique. Vous en voyez quelques-uns illustrés ici en caméra thermique. La chasse au pont thermique est indispensable. Et puis pour terminer, un coup de projecteur sur un autre type d'innovation, les sources de froid. Et donc, eh bien, le groupe frigorifique, qui représente encore le groupe frigorifique à évaporateur ventilé à compression de vapeur, qui représente encore 95% du marché, eh bien, est maintenant concurrencé par les groupes techniques. Ça, c'est archi classique, mais il y a besoin d'innover là-dedans, mais aussi par la cryogénie, qu'elle soit solide ou liquide, avec ses limites en termes de performance
du fait de la forte consommation lorsqu'il y a des différences de température importantes, mais par contre une pertinence lorsque les écarts de température sont faibles, les plaques tectiques tout simplement, et puis les dispositifs absorption qui sont une alternative très intéressante à prendre en compte, que ce soit avec de l'eau ou avec de l'ammoniac, comme Gilles va nous le présenter tout à l'heure. Et puis, sur ces sources de froid, eh bien, la source d'énergie, on en a parlé, qui sont des éléments importants. Voilà, je voulais juste vous donner ces quelques coups de projecteur qui me semblent importants sur les innovations. Il y en a beaucoup. Le sémafroid, on peut passer à la dernière diapositive. Le sémafroid vous apporte son accompagnement pour vous y retrouver dans ce maquis des évolutions. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus et puis pour qu'on vous aide, que ce soit pour la formation de vos équipes ou pour bien évidemment vos choix et la situation ou vos besoins en termes de transport du dernier kilomètre. Voilà, merci pour votre attention et puis au plaisir d'échanger avec vous. Je crois qu'on a pris un petit peu de retard. Je ne pourrais malheureusement pas rester sans doute jusqu'à la fin de la discussion parce que je dois prendre un avion et donc je devrais vous abandonner dans quelques minutes. Néanmoins, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je pourrai y répondre par mail ultérieurement. Et puis, il y a dans la salle des gens qui peuvent répondre aussi sur certains sujets. Eric ou Gilles sont en particulier tout aussi capables que moi de répondre à la plupart de ces questions. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci Gérald. Alors, est-ce qu'il y a quelques questions? Effectivement, on a pris un petit peu de retard. Sinon, comme Gérald le disait, vous pouvez poser vos questions et à ce moment-là, on les fera suivre. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, s'il n'y a pas de questions, donc on va passer aux 2 dernières interventions qui sont, on va vous présenter des solutions. Donc les solutions pour en fait aborder la logistique du dernier kilomètre. Alors, premier intervenant, c'est Gilles Labranque de la société Sofrigam, société Sofrigam qu'on connaît nous depuis très longtemps, parce qu'on les avait accompagnés il y a fort longtemps, je ne reviens pas là-dessus, mais voilà, donc je le remercie de nous présenter une solution pour cette logistique du dernier kilomètre. C'est à vous. Bonjour à tous, merci. Donc, voilà. Donc, la présentation va effectivement tourner sur la chaîne du froid du champ à l'assiette. Quelques mots sur le groupe Sofrigam. Donc, Sofrigam, et merci Marc, est leader sur les solutions d'emballage dans le domaine de la santé et surtout au long cours, c'est-à-dire distribution des vaccins. Donc, nous fournissons les emballages au quotidien pour la distribution des vaccins dans le monde entier à partir de l'Europe, principalement. Et également, une activité qui s'est pas mal développée, je dirais, sur le dernier kilomètre, mais dans le domaine de la santé. Donc ça, c'est pour des emballages dits passifs. Et on a intégré, il y a 4 ans, une technologie dont Gérald a dit quelques mots, par sorption, qui est là du froid actif et qui a tout son rôle à jouer dans précisément les livraisons sous température contrôlée en zone urbaine et particulièrement en ZFE. Alors, rapidement, deviennent éco-responsables, silencieuses et agiles. Le maître mot, c'est décarboner. Donc, effectivement, c'est typiquement ce que le... excusez-moi. Voilà. Donc, décarboner. Alors, circuit court et livraison urbaine, le défi. Rapidement, il y a des enjeux environnementaux, il y a des enjeux économiques. Les ZFE donc, vont être plus d'une quarantaine, puisque en fait, c'est un mouvement général qui vise à avoir des centres-villes, quand je dis propres, c'est-à-dire avec dénués de pollution atmosphérique et de pollution sonore. Il y a également un phénomène de réchauffement climatique. Alors, on met des dates comme ça, mais déjà cet été, tout le monde a pu voir qu'il faisait relativement chaud et vous verrez que ça devient un phénomène général. Donc ça, c'est d'un côté l'environnement qui se durcit et qui oblige à avoir des solutions
qui permettent de réduire justement les contraintes que nous subissons. Et puis, de l'autre côté, il y a effectivement les enjeux économiques. Donc, très forte croissance de la livraison à domicile et qui est un phénomène qui ne se ralentira pas et qui n'ira pas en arrière parce que ce sont des habitudes de vie. Et vous voyez, 100 millions de tonnes de produits thermosensibles, ça c'est pour, je dirais, la France. Et un chiffre, 15% des livraisons en ville nécessitent un matériel, je dirais, en température contrôlée. Pourquoi? Parce que les habitudes changeant, de plus en plus de produits sont sous température dirigée ou température contrôlée. Alors, le maintien de la bonne température, c'est une réalité. Pourquoi? Parce que, tout simplement, le réchauffement climatique est déjà à l'œuvre. Il y a on vous présente deux cartes. Donc, celle de gauche, c'est ce qui s'est passé pendant une semaine cet été sur toute l'Europe. Donc, vous voyez qu'il y a quasiment, il y a quasiment pas de zone où on était en dessous de 35 voire 40 degrés. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, il n'y a plus besoin d'aller en Espagne pour, je dirais, avoir du soleil. Dans toute l'Europe, y compris dans l'Europe de l'Est et l'Europe du Nord, on a ce qu'il faut. Bon, ça c'est un point de vue. Et puis de l'autre côté, le 31 mars, donc vu de droite, vous voyez que même, et nous sommes tout juste au début du printemps ou à la fin de l'automne, eh bien, il y avait des températures relativement élevées puisque les plus basses sont tout au-dessus de 25 degrés. Et là, il faut appliquer la chaîne du froid parce que les produits ne seront pas conservés à la bonne température. Ça, c'est une règle absolument générale. Et nous présentons aujourd'hui le froid autonome du 21e siècle. Alors, chaque mot compte. Autonome, comme son nom l'indique, il est indépendant d'un apport d'énergie pendant la phase utile. 21e siècle, c'est que ce sont des technologies qui n'existaient pas ou qui n'étaient pas en œuvre il y a quelques 20 ans, ou très peu. Et donc le froid par sorption était réservé à des applications industrielles et absolument pas ce qu'on appellerait de la livraison ou du grand public. Donc nous avons aujourd'hui cette spécificité qui permet, à travers la société Colway Technologies, qui est une filiale du groupe, qui, comme vous le voyez, a eu le prix de l'innovation l'année dernière à Solutrans, dans la catégorie équipementier, qui est à la fois une technologie innovante, écologiquement impactante, puisqu'elle va répondre à toutes les contraintes que les ZFE maintenant appliquent à tous ceux qui veulent venir livrer. Une innovation de rupture, on est sur un fluide réfrigérant naturel. C'est une alternative totale aux compresseurs, puisque ce sont des systèmes, je dirais, thermochimiques. Bien sûr que c'est breveté. C'est une innovation mature. Il y a plus de 20 ans d'expérience, je dirais même 30 ans d'expérience. Et maintenant, elle est industrialisée, c'est-à-dire qu'elle est disponible sur le marché pour tous ceux qui ont des livraisons sous chaîne froide et qui veulent répondre aux critères d'acceptation des ZFE. Donc, la technologie générant du froid à partir d'un réfrigérant naturel, on a 0 pollution CO2, donc on est totalement décarboné pendant la phase utile. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, on a un mélange de sel et de graphite et un vecteur énergétique naturel qui est l'ammoniac, qui est un produit et qui est un fluide qui revient, je dirais, sur le devant de la scène parce qu'il a énormément de vertus et il est extrêmement proche de l'hydrogène. Nous avons 3 molécules d'hydrogène dans l'ammoniac. C'est un système qui n'a pas besoin de batterie, donc pas de compresseur. Et comme le soulignait dans la présentation précédente Gérald Cavalier, sur tout véhicule électrique, il n'y a absolument pas besoin de prendre de l'énergie, ce qui est un avantage considérable puisque il est indépendant. Alors, la solution est effectivement éco-responsable. Pourquoi? Parce que on est solution silencieuse, donc ça c'est l'intervention d'Éric. On est certifié PIC, on livre la nuit bien sûr,
je dirais quasiment sous la fenêtre d'un hôpital s'il le fallait, puisque le système ne génère quasiment aucun bruit. On n'a pas de pollution atmosphérique, puisqu'on utilise un vecteur énergétique décarboné, donc on n'a aucune émission ou rejet d'ODP ou de GWP. Sobriété énergétique, on ne consomme pas de carburant ni la batterie, et on respecte la réglementation agroalimentaire, entre autres certifications ATP. J'ajoute que le système a une durée de vie de 10 ans, et on part sur des cycles d'une utilisation par jour entre 8 et 10 heures, et recharge électrique la nuit. Le froid est très précis, le système est extrêmement puissant, puisque, pour donner simplement une image, nous sommes plus apparentés à la technologie qui s'applique à la climatisation qu'à la réfrigération, ce qui veut dire que les sollicitations instantanées, nous répondons. Ce qui n'est pas toujours le cas de la réfrigération en raison du compresseur qui a, de par sa technologie, est obligé de fonctionner avec un temps de latence entre deux applications de quelques minutes. La haute performance thermique, donc le froid est testé selon les usages, attesté par ATER, qui est un laboratoire de métrologie également du groupe, et qui est également un laboratoire de référence pour l'industrie pharmaceutique. Alors, l'utilisation du système est extrêmement simple, ce qui permet à tout un chacun, je dirais en tant que professionnel, d'utiliser ce système pour ses activités professionnelles propres, sans avoir besoin d'une formation complexe qui est généralement plus sur les domaines de la réfrigération classique. Le système est automatique, aujourd'hui piloté sur téléphone, sur une application Bluetooth, ce qui permet pour les gérants de flotte de gérer à la fois la température de consigne ainsi que les horaires programmables. La robustesse, la durée de vie est supérieure à 10 ans. Également, de par la technologie, il n'y aura pas de blocage réglementaire dans le futur. Les réglementations sont extrêmement importantes, elles évoluent puisque les usages évoluent, et donc elles sont en train continuellement de s'adapter. Ceux qui investiront sur ce type d'installation sont tranquilles pour au minimum les 20 à 30 ans à venir, puisque dans les exigences considérables que pèse le réchauffement climatique, nous répondons à toutes ces exigences d'office. Alors maintenant, quelques exemples. Voilà, donc vous avez à la fois un tricycle et puis un petit véhicule électrique urbain, et on est en équipement, donc ça répond jusqu'aux 3,5 tonnes, puisqu'on va de 100 litres à 3 mètres cubes, avec différentes applications. Donc sur les deux premières, celle du dessus et celle qui est en dessous, on a la partie Coldway, ça sera le bloc que vous voyez posé sur le châssis, à la fois sur le cargo vélo et à la fois sur le véhicule électrique, et qui est complètement autonome. Il y a simplement 4 boulons qui le raccordent au châssis, bien évidemment, avec un renvoi de lecture du système à l'intérieur de la cabine. On a également, pour les véhicules secs, le container, la carrosserie qui se met à l'intérieur du véhicule, donc sur n'importe quel type de véhicule, qui lui donc est bien totalement autonome, puisqu'il suffit simplement de le poser et puis de l'enlever si on veut transformer le véhicule pour une autre application. Et également des applications qui là sont plus dans le domaine des hôpitaux ou des supermarchés sous la forme d'un rôle isotherme, qui lui est transformé en rôle réfrigérant. La partie réfrigérante est la partie inférieure que vous voyez en bas du rôle, donc la partie métallique. Alors, un exemple d'intégration de la technologie sur un vélo cargo, donc là nous travaillons avec la société Wello, comme c'est indiqué, et qui est destiné à équiper tous ceux qui veulent faire de la livraison décarbonée en ville à base de vélo cargo. Donc là, nous offrons en consigne de moins 20 à plus 25 degrés pendant 12 heures en toute autonomie. La température extérieure sur laquelle le système est capable de fonctionner monte jusqu'à 45 degrés extérieurs. J'ajoute qu'également nous sommes sur 40 ouvertures de portes, puisque la livraison en ville, ce sont des ouvertures très fréquentes. Donc 40 ouvertures de portes sur, en général, plutôt des périodes de 4 à 6 heures, sont des standards que nous constatons.
il n'y a pas de compromis sur la sécurité et les véhicules sont équipés effectivement pour la livraison urbaine avec je dirais un volume offert pour 150 kg d'import tout à fait compatible avec les besoins du marché. Alors voilà comment ça se présente vu de l'arrière. Là, on est sur un véhicule avec une porte arrière. Bien évidemment, comme ça a été indiqué auparavant, des portes latérales coulissantes peuvent équiper également des véhicules ou des engins de plus grande taille. Celui-là donc fonctionne sur les pistes cyclables, sur les voies piétonnes. On est 100% conforme à la loi Pédélec. Nous sommes 100% électriques et 100% réfrigérant naturel. Et alors maintenant, sur un 2 mètres cubes, là, donc ça, c'est un véhicule, je dirais, plus classique, avec des livraisons qui font environ sur une centaine de kilomètres. Nous avons effectivement nous avons ce type de véhicule. Voilà. Donc ça, ces technologies équipent déjà un certain nombre de sociétés qui font des livraisons au quotidien, avec bien évidemment la traçabilité en température incorporée et un service après-vente et maintenance sur la France entière. Donc, cette technologie, qui est un complément, je dirais, ou une ouverture vers l'autonomie, effectivement, est disponible aujourd'hui sur le marché. Voilà. Donc, merci pour votre attention et je réponds à vos questions. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Alors, je vais passer la parole à notre dernière intervenante, qui est Julien Chiche, de la société Collective Food. Lui, il va vous parler d'une solution globale de livraison du dernier kilomètre. Bonjour à tous. Marc, je ne sais pas si la présentation... Non, je ne la vois pas. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ok, super. La présentation, c'est moi qui la présente ou vous l'avez en... Attendez, moi, je dois la voir, oui. Oui, excusez-moi, je pensais qu'on avait centralisé toute cette partie. Si, mais c'est bon. C'est bon. Moi, je vais être assez bref sur la présentation un peu du modèle et de la manière dont aujourd'hui on l'envisage. En tout cas, merci pour toutes les interventions. C'était très instructif. On en apprend un peu tous les jours. Et nous, on est en train de tester plusieurs modèles, notamment, justement, Gilles, le Coldway que j'avais vu l'année dernière à Solutrans, et que j'attendais avec impatience pour voir quand est-ce que ça allait être développé et avec qui. Non, c'est pas ça, excusez-moi. Pas de souci. Alors, Mais va être un peu plus courte. Mais, rapidement, déjà, pour parler de Collective Food, Collective Food, c'est une jeune entreprise qui a été créée il y a 4 ans en Angleterre, par un Français installé là-bas depuis plus de 10 ans maintenant. L'idée, c'est de créer un nouveau standard dans la distribution alimentaire de plusieurs manières. La première est de faire un sourcing transparent et traçable pour des clients en B2B, principalement des restaurateurs aujourd'hui. Donc, c'est de leur fournir un service un peu de consulting in fine sur aller leur chercher des opportunités en circuit court, chez des producteurs ou sur la chaîne de valeur au plus proche du produit. Le deuxième axe de développement de Collective Food est voilà. son modèle logistique. Donc voilà, où vous voyez un peu là une illustration in fine du modèle Collective Food, qui est de développer des hubs réfrigérés que l'on appelle des pods, qui sont basés sur une technologie assez simple qui est un conteneur réfrigéré avec un système de gestion d'accès à distance et bien sûr sécurisé et capteur température, humidité et compagnie, pour pouvoir gérer à distance un stockage en ville qui nous permet ensuite de mettre en place une logistique du dernier kilomètre, notamment en utilisant des capacités en mobilité douce, principalement d'ailleurs en France, donc du vélo cargo, du véhicule électrique, et de pouvoir livrer donc nos clients sur des boucles qui sont très courtes.
Donc, in fine, un peu couper court au système de la tournée en ville qui est de plus en plus compliqué, qui met en stress très clairement la chaîne logistique urbaine, notamment sur des problématiques d'accès, de réglementation qui deviennent de plus en plus strictes, et également pour gagner en précision dans la livraison de nos clients. Donc l'idée, c'est de... Alors peut-être on peut passer à la slide suivante. Voilà, merci. Donc le modèle collectif, de manière globale, c'est aller prendre donc prendre des produits chez les producteurs, les amener dans un point de consolidation qui est un entrepôt donc réfrigéré qui est aujourd'hui aux alentours de Paris ou dans Londres. De ce point de consolidation, préparer les commandes de nos clients le soir, livrer pendant la nuit ou très tôt le matin dans un pod. Donc on recharge un pod. Et ensuite, quand le pod est chargé, assez tôt le matin, donc entre 6h30 et 8h, nos partenaires du dernier kilomètre vont livrer nos clients en mobilité douce. Donc l'idée du pod, effectivement, c'est de mailler le territoire, d'être beaucoup plus proche de nos clients pour pouvoir aller les livrer sur des périodes assez courtes, en dessous de 30 minutes, pour justement assurer, bien sûr, l'intégrité de la température. Et donc, c'est le modèle aujourd'hui qu'on est en train de développer. Bien sûr, on est assez agile, on teste d'autres technologies. Typiquement, une technologie comme le Cold Way nous permettrait de faire des boucles un peu plus longues et de pouvoir livrer potentiellement plusieurs clients directement avec une technologie de ce type de mobilité douce. Voilà, donc aujourd'hui, on est totalement en train d'évoluer sur la manière dont on met en place ce modèle opérationnel. On peut très bien aussi utiliser des solutions type Sofrigam avec des plaques tactiques sur des tournées aussi sur du camion électrique. Enfin, voilà. Aujourd'hui, le champ est assez large, le champ d'expérimentation. Et l'idée, c'est de trouver, in fine, le meilleur modèle possible. Au-dessus de tout ça, nous, Collectif Food, on est aussi une boîte tech. Donc, on développe nos propres outils qui nous permettent de gérer et d'optimiser, de rendre efficient tout ce modèle qui, in fine, est quand même un peu plus compliqué que ce qu'on a l'habitude d'avoir, puisqu'on crée encore un nouveau point, finalement, de consolidation plus proche dans la ville. Et on a bien entendu aussi des challenges de positionnement des pods aujourd'hui dans les villes, mais qu'on arrive assez bien à adresser, notamment sur du foncier en transitoire, du foncier en comment dire, en redéveloppement. Donc là, voilà, vous voyez le premier pod qui a été installé à Londres, à Canary Wharf, donc sur un parking à ciel ouvert. Ça, c'est les premières versions de nos pods. Donc, c'est un pod de 40 pieds qui a 11 portes. Et ces 11 portes sont chargées tous les jours et déchargées par des partenaires de la mobilité douce. Donc là, typiquement, c'était un de nos partenaires historiques qui s'appelait EcoFleet. Comme vous pouvez le voir, qui n'est pas donc en température guidée en tant que telle, parce que justement, on fait en sorte d'avoir des courses qui soient très courtes et d'être bien sûr isolées thermiquement. Mais aujourd'hui, on développe aussi d'autres expérimentations et d'autres partenariats avec d'autres technologies qui sont en train d'arriver sur le marché. Donc, Collectif Food est vraiment axé sur l'ultra-urbain, sur l'ultra-centre, in fine. Et l'idée, c'est de créer un nouveau modèle de livraison du dernier kilomètre pour la partie alimentaire, avec tous ces challenges, bien entendu, et pour pouvoir proposer en fait un modèle qui est un peu plus vertueux, notamment sur toute la partie carbone, externalités négatives. Donc, on parlait notamment du bruit tout à l'heure, avec Certibruit. Voilà, toutes ces choses-là. Et ça, c'est un peu pour nous l'illustration finalement de ce que se passe dans un pod. Enfin, la manière dont vit un pod toute la journée, c'est le matin chargé, déchargé pendant toute la journée. Potentiellement, on pourrait faire aussi 2 shifts. Aujourd'hui, on ne le fait pas parce qu'on a des clients restaurateurs qui veulent plutôt se faire livrer le matin, mais l'après-midi, on pourrait faire un 2e shift. On est aussi en train d'envisager notamment d'utiliser le pod comme un point de consolidation pour de la reverse log. Du contenant réutilisable, enfin voilà, on est assez créatif là-dessus. Et également, à terme, de mieux l'intégrer dans le paysage urbain, notamment sur de la partie design, et pourquoi pas d'en faire un lieu de consolidation aussi plus globalement alimentaire sur du compost, enfin voilà. Donc c'est vraiment créer un point d'ancrage dans les villes, mais tout en restant très agile et très flexible, parce que l'objectif du pod aujourd'hui n'est pas d'être totalement pérenne, c'est d'utiliser finalement un foncier de manière assez temporaire, in fine, et qui nous permettent de rester agiles, et nous, derrière, de développer toute la tech qui nous permet justement aussi d'avoir cette agilité. On peut passer à la slide suivante, si vous voulez. Voilà, donc ça, c'est un des projets qu'on a eu
à Aubervilliers d'intégration d'un pod avec un promoteur immobilier. On peut passer aussi à la suivante. Voilà, et ça, c'est sur la partie RSE et la partie impact. Nous, aujourd'hui, on travaille sur 2 gros projets. Donc, le premier, là, qui est en train d'être finalisé, qui est un calculateur carbone, excusez-moi, avec l'agence de consulting Greenly, qui est une agence française, qui nous aide justement à implémenter un calculateur par course directement. Et ensuite, on travaille aussi sur ce qu'on appelle un index producer, qui est une carte d'identité du producteur pour donner en fait une information intelligible et facile à intégrer à nos restaurateurs pour qu'ils puissent faire des choix éduqués dans leur choix de sourcing. Donc ça, c'est 2 projets un peu emblématiques sur la partie impact de Collective Food, qui bien sûr sont liés à, on va dire, au modèle que l'on développe aussi bien en Angleterre qu'en France. Voilà pour Collective Food, rapidement, et merci. Merci pour l'invitation. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ces interventions? Encore une fois. Oui, Gilles Labranc, j'aurais effectivement une remarque plutôt. Si je comprends bien la démarche, donc c'est à la fois du consulting et c'est d'aider, je dirais, des gens qui ont besoin de produits sous chaîne froide, on va dire, en ce qui nous concerne, mais qui n'ont pas d'appétence pour le froid. C'est-à-dire qu'en fait, on leur fournit une solution clé en main et ils n'ont plus qu'à faire leur business, si j'ose dire. Alors non, peut-être pas assez clair. Le business model de Collective Food, c'est d'être distributeur. Donc, en fait, on est réellement distributeur. On achète, on revend et on orchestre la logistique. Donc, on n'est pas juste consulting. En fait, on fait du consulting pour nos clients restaurateurs sur la partie sourcing. D'accord. C'est-à-dire qu'on externalise in fine le travail qu'un restaurateur pourrait faire d'aller en direct producteur ou en circuit court. Ok. Et derrière, sur la chaîne de valeur, on va de la porte du producteur jusqu'à la porte du restaurateur et on est responsable de toute cette chaîne de valeur. Ok. Et donc, ça passe par les fameux pods. Et ça passe par les pods aujourd'hui en ville qui nous permettent de faire des points d'ancrage et de consolidation plus proches et ensuite qui nous permettent aussi, bien sûr, de mettre en place cette logistique du dernier kilomètre qui ne peut pas se permettre d'avoir un entrepôt à 15-20 km du Bien sud. sûr, bien sûr. D'accord. Ok. Bah écoutez, merci pour cette précision, j'avais pas tout. Merci, désolé de ne pas avoir été assez clair. Voilà, bah, s'il n'y a plus de questions, je vais remercier nos intervenants. Alors, attendez, s'il y a quelqu'un qui a posé une question, il y a... Voilà. Oui. Vous m'entendez? Oui. Je me permets de peut-être poser la question, je ne sais pas si ça a été répondu ou pas. Donc du coup, est-ce que aussi vous sous-traitez la livraison ou pas du tout? Je sais pas si... Oui, complètement. Aujourd'hui, on a un modèle qui est de dire qu'on travaille avec des partenaires sur la partie logistique et transport. Le modèle est déjà assez complexe à mettre en place pour ne pas avoir à gérer en plus cette partie aujourd'hui. Donc, on travaille, oui, effectivement, avec des partenaires sur la logistique du dernier kilomètre et sur la partie gestion de l'entrepôt aujourd'hui. Ok, d'accord. Et je peux poser la question, c'est qui vos partenaires ou c'est Oui, alors aujourd'hui, on travaille avec le groupe Antoine sur la partie gestion et une partie du transport qui est la partie de recharger un pod. Et ensuite, sur la partie dernier kilomètre, on a commencé historiquement à travailler avec une entreprise qui s'appelle Diligo. Et maintenant, on travaille aussi avec pas mal de startups, in fine, parce que on va dire le paysage du dernier kilomètre est quand même en pleine éclosion et il y a énormément d'initiatives aujourd'hui. Et on teste beaucoup de partenariats avec différents acteurs pour trouver les bons. On travaille aussi avec Deliver.Me, on regarde à travailler avec Midipil, on travaille avec Food Logica. Donc, beaucoup d'acteurs, parce que aussi le secteur est encore assez fragmenté, in fine. Et qui permet, nous, on arrive finalement à travailler avec ces acteurs-là parce que justement, on fait de l'intégration tech et que ça nous permet de rendre possible finalement une communication simplifiée avec tous ces acteurs.
Ok. Et donc, du coup, je reposais ma question dès le début parce que je pense que j'étais pas très clair. Est-ce que vous proposez des solutions aussi de livraison dernier kilomètre pour des structures? Alors, je me présente du coup parce que moi, je suis directeur des opérations chez Linky, qui est de la gestion de l'économie sociale et solidaire et de la gestion de denrées alimentaires en fin de vie et à redistribuer à des associations et de l'aide aux plus précaires. Et donc, du coup, on est souvent sur de la gestion de dernier kilomètre et on est souvent aussi sur de la recherche générale de livreurs en tant que tel et de la livraison très très rapide en fait en dernier kilomètre. Et c'est pour ça que je me demandais si vous proposez une solution clé en main de prestataire de livraison ou pas. Aujourd'hui, non. On s'appuie sur des partenaires pour ça, très clairement. Donc, on n'a pas de solution clé en main sur le dernier kilomètre, sachant que on le fait finalement pour notre client et pour nos modèles. On le fait pour nos clients restaurateurs qui veulent être engagés et avoir un impact sur la manière dont ils sourcent et dont ils se font livrer. Mais on n'a pas ce consulting, j'ai envie de dire, de structuration, d'opération du dernier kilomètre, quoi. Ok, d'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Ouais, il y a Eric Devin qui pose une question. Oui, merci pour cette présentation intéressante parce que globalement, c'est aussi un concept que au sein de l'association Certibruit, on s'était posé, notamment pour lever le frein de la livraison de nuit pour les petits commerçants qui ont le droit de dormir, et donc une alternative en fait aux livraisons en l'absence. Par le fait d'avoir justement ces pods. Je ne sais pas si vous travaillez déjà avec la ville de Paris, mais nous, on est en train de travailler sur une expérimentation et donc notamment avec Paris Centre, pour lequel, d'un point de vue architectural, on a peu d'espace prévu au PLU. Même le PLU bioclimatique ne va pas donner vraiment beaucoup d'espace de logistique urbaine. Donc peut-être que là-dessus, je ne sais pas si vous avez déjà des clients dans Paris, mais en tout cas, vous êtes le bienvenu pour participer à ce groupe de réflexion qu'on est en train d'engager avec la mairie de Paris. Avec grand plaisir. Enfin, nous, on est en contact, pour être franc, avec eux depuis à peu près une petite année quand on a commencé à développer le concept en France. On n'est pas encore totalement intégré dans tous les ateliers, notamment sur cette partie-là. On a participé il y a une semaine et demie à une table ronde qui était organisée par Urban Lab, donc Paris Co. Et donc, j'ai demandé à Laurence Morin de nous mettre le plus possible dans ce type d'atelier parce que, pour nous, ça nous intéresse beaucoup. Et on est assisté par Urban Lab sur une expérimentation, mais à Paris dans le 18e. D'accord. Notamment pour installer un pod, mais on se dit qu'il y a potentiellement d'autres lieux à Paris qu'on pourrait très clairement utiliser temporairement pour tester le modèle à grandeur, on va dire sur plusieurs points qui rendraient vraiment le modèle totalement pertinent. Merci. Avec plaisir pour en rediscuter offline, comme on a pu le faire. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions alors j'en profite, il y a quelqu'un que je n'ai pas remercié et que je remercie, c'est Vincent Moisan du Sémafroid qui m'a aidé à monter le webinaire. Voilà, donc ça c'est fait. Bon, écoutez, s'il n'y a plus de questions, on va vous libérer. On vous remercie énormément de votre participation. Je remercie à nouveau les intervenants. Voilà, écoutez, donc on vous fera parvenir, le lien pour le replay du webinaire. Voilà, puisqu'on m'a posé la question, je pense que ça sera, on a une chaîne YouTube, donc je pense que ça sera sur ce média-là. Voilà, et puis voilà, si je ferai parvenir aussi, si tous les intervenants sont d'accord, les slides aux participants. Et puis un petit questionnaire aussi de satisfaction, de ce que vous avez pensé du webinaire et voilà, de son contenu.
Voilà, bah, écoutez, encore une fois, merci. Merci On vous, beaucoup. on vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.